dernière fois, on traînait nos semelles dans les rues de la cité sans voile. Les flics fouillaient les ruelles, les gamins couraient entre les gyrophares, et New York suait la peur par tous les pores. Ce soir, on prend de la hauteur. Fini le macadam, on grimpe dans la tour. Là-haut, les crimes portent des cravates et les cadavres sentent l'eau de Cologne. Bienvenue dans La Grande Horloge, John Farrow, 1948. Un film où le temps est l'arme du crime. Un type ordinaire, George Stroud, rédacteur en chef d'un magazine, se voit chargé de coincer un meurtrier. Ce meurtrier, c'est lui. Le patron veut sa peau, et la machine qu'il dirige va se refermer sur lui comme un piège d'acier. Ici, on ne tire pas au revolver. On tue avec des ordres, des téléphones et des comptes rendus. Et quand la grande horloge du hall sonne, ce n'est pas l'heure de la pause, c'est l'heure du verdict. 1948. L'Amérique a rangé les uniformes et ressorti les cravates. Les usines de guerre tournent à vide. Les hommes reviennent du front et les femmes referment la parenthèse d'indépendance. Les rues se repeuplent, les bureaux se remplissent, les gratte-ciels poussent comme des champignons après la pluie. Hollywood, lui, fait sa propre reconstruction. Les studios reprennent la main, les projecteurs chauffent à nouveau. Mais dans l'ombre, un autre pouvoir veille, le bureau du code Hayes, un comité de vertu armé d'une paire de ciseaux et d'une morale en acier trempé. C'est dans ce climat que débarque la grande horloge. Paramount Pictures aux manettes, John Farrow derrière la caméra, et dans les poches, un roman signé Kenneth Fearing. Un type de New York, ancien poète prolétarien, journaliste fauché, qui avait connu les presses de l'intérieur. Son bouquin, publié en 1946, sentait la sueur des rédactions et la rage du petit contre le grand. Une histoire d'homme broyé par la machine, inspirée à peine voilée du géant de la presse Henry Luce, le pape de Time Life. Mais Hollywood, c'est pas New York. Farrow n'a pas la même marge de manœuvre. Le roman avec ses adultères, ses sous-entendus politiques, son cynisme social ne passerait jamais le bureau Breen. Alors on polit, on adoucit, on moralise. Le héros devient un mari fidèle, le sexe disparaît, la colère s'efface sous la surface, mais le verre reste dans le fruit, sous le vernis du thriller. La grande horloge garde les mêmes pulsations, celles d'une société fatiguée, chronométrée en quête d'un sens, qu'elle a perdu dans ses bilans comptables. L'Amérique sort de la guerre avec une seule obsession, le contrôle, et Farrow, sans le dire, filme exactement ça. George Stroud, rédacteur en chef d'un magazine de faits divers, un homme organisé, méticuleux, réglé comme une horloge, marié, père de famille, il rêve de vacances en province et d'un peu de silence. Son patron, Earl Janot, c'est tout le contraire. Un magnate de la presse riche, froid, mégalomane, le genre de type qui chronomètre la respiration de ses employés et vire un rédacteur pour une faute de frappe. Chez lui, le temps, c'est de l'autorité pure. Stroud veut décrocher, partir quelques jours avec sa femme. Mais le sort a toujours un sens tordu de l'humour. Il rate son train. Et cette nuit-là, au lieu d'un voyage en famille, il croise Pauline York, une femme aussi belle que dangereuse, la maîtresse de Janot. Une soirée qui devait être banale devient un détour vers la catastrophe. Un verre, deux verres, un taxi, un malentendu. Rien de dramatique, jusqu'à ce que la mort s'invite dans le scénario. Le lendemain matin, Pauline est retrouvée morte. Janot entre dans une colère froide. Il veut un coupable, vite, et lance une enquête interne à son empire médiatique. Il confie la chasse à son meilleur homme, George Stroud. Ironie du sort, celui qu'il cherche, c'est justement celui qui dirige l'enquête. Le film devient alors une partie d'échecs entre un patron tout-puissant et un homme seul, piégé dans les murs de son propre immeuble. Chaque étage est un piège, chaque visage une menace, chaque minute un pas de plus vers la chute. Et au centre du hall, la grande horloge énorme, implacable, bat le tempo de sa fuite. Pas de revolver ni de ruelle sombre ici. Le danger porte un badge et un sourire de bureau. Le tueur
c'est le système lui-même. Et dans ce genre d'histoire, le plus dur, c'est pas de prouver qu'on est innocent, c'est de le rester. La Grande Horloge, c'est un film construit comme une machine. Tout s'emboîte, tout s'enchaîne. John Farrow tourne son histoire comme un ingénieur assemble un moteur, sans bavure, sans graisse, sans pause. Chaque scène enclenche la suivante. Chaque plan sert le suivant. Et à la fin, on se retrouve enfermé dans le même engrenage que le héros. Le scénario de Jonathan Latimer, ancien journaliste, est d'une précision clinique. C'est du storytelling d'avant les ordinateurs, à la main, au crayon, mais millimétré. Tout repose sur une idée simple. Et si la machine qu'on sert tous les jours se retournait contre nous? Pas besoin de truands ni de complots. Ici, le danger, c'est l'organisation elle-même, la hiérarchie, le système. George Stroud, c'est l'homme moderne, compétent, docile, interchangeable. Un cadre modèle qu'on remplace par un autre sans même arrêter la pendule. Le film le prend et l'enferme dans sa propre cage pour lui montrer ce qu'il est, une pièce d'horlogerie humaine. À mesure que le suspense grimpe, la métaphore prend le dessus. On ne court plus après un meurtrier, on court contre le temps. Et dans cette course, tout le monde perd. Sous le vernis du thriller, il y a une charge sociale évidente. Le roman de Kenneth Fearing était acide, presque anarchiste. Le film, plus lisse à cause de la censure, garde pourtant ce cœur-là, une critique froide de la vie de bureau, de la servitude volontaire, du culte de l'efficacité. Farrow filme l'entreprise comme une prison bien éclairée. Les couloirs brillent, les bureaux étincellent, mais chaque pas résonne comme dans une cellule. Et quand Stroud comprend qu'il est poursuivi par sa propre organisation, tout s'éclaire. Dans ce monde-là, l'erreur n'est pas une faute, c'est une condamnation. La Grande Horloge n'est pas un simple polar, c'est une autopsie du travail moderne. Ray Milland, un visage tranquille, un regard qui doute. Lui, c'est l'homme ordinaire des années 40, costume impeccable, sourire professionnel, conscience un peu fatiguée. Dans La Grande Horloge, il joue la peur sans éclat, les mâchoires serrées, la sueur au front, la voix qui se casse sans prévenir. Un homme normal pris dans une situation absurde, ça suffit à tout faire tenir. Milland ne surjoue jamais. Il ne court pas pour la gloire, il fuit pour comprendre. Chaque regard, chaque hésitation fait exister cette panique froide qu'on ne montre pas d'habitude. On dirait qu'il s'étonne d'être encore vivant à chaque scène, et c'est ça, son talent. Il fait sentir le vertige sans hausser le ton. En face, Charles Laughton, tout en volume, en lenteur calculée, en autorité poisseuse. Il incarne Earl Janot, le patron tout-puissant, mégalomane jusqu'au bout des ongles. Sa voix traîne comme une menace, son regard juge, pèse, tranche. Laughton n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'il lève un sourcil pour que la salle se fige. Il joue le pouvoir absolu avec la gourmandise d'un monstre qui sait qu'il est immortel. Et puis, il y a les seconds rôles. Maureen O'Sullivan, épouse du réalisateur, apporte la douceur rare du monde extérieur, celle qui rappelle au héros qu'il existe autre chose que les bureaux et la peur, un souffle d'humanité dans la mécanique. Et Elsa Lanchester, l'excentrique. Couleur, ironie, fantaisie. Son personnage d'artiste bohème. Louise Patterson dynamite la gravité ambiante. Elle rit quand tout le monde tremble, peint n'importe quoi et finit par sauver la mise à sa façon. Une parenthèse de folie dans un monde trop bien réglé. Résultat, un casting sans fausse note. Milland, la peur contenue. Laughton, l'autorité glaciale. Lanchester, la respiration. 3 nuances d'un même cauchemar, orchestrées avec une précision de métronome. John Farrow n'est pas un poète, c'est un horloger. Chez lui, le cinéma, c'est une question de rythme, de trajectoire, de précision. Dans La Grande Horloge, chaque plan s'enchaîne comme un engrenage bien huilé. Pas un plan de trop, pas un mouvement inutile. Le film démarre en plein piège. Stroud enfermé dans les entrailles de l'horloge, puis remonte le temps pour expliquer comment il s'y est retrouvé. Classique, oui,
Mais Farrow en fait une mécanique dramatique parfaite, on connaît la fin. Mais chaque minute qui y mène devient un supplice. Son découpage est d'une rigueur chirurgicale. Les bureaux, les couloirs, les ascenseurs, tout serre. La tension. La caméra glisse, observe, se faufile. Les longs travelling suivent les personnages comme une présence invisible. Et dans ce labyrinthe de verre et d'acier, tout devient suspect. Le téléphone qui sonne, le pas d'un collègue, l'écho d'une porte qui se referme. Le décor signé Hans Dreyer est une cathédrale du capitalisme, des lignes modernistes. Un hall gigantesque dominé par la fameuse horloge monstre mécanique au cœur du bâtiment. Une œuvre d'art et une menace. Tout le film repose sur cet espace, un lieu unique, symbole d'une entreprise tentaculaire où personne ne sait plus qui commande ni pourquoi. Le décor devient le véritable antagoniste. Janotte, le patron, n'est que son prophète. La photographie de John F. Seitz. Elle transforme les bureaux en pièges de lumière. Seitz, c'est l'œil du film noir, Double Indemnity, The Lost Weekend. Ici, il dose les contrastes comme un chimiste. Lumière vive, ombre dure, couloir qui semblent avaler les silhouettes. Chaque reflet sur une vitre devient un signal de danger. Là où d'autres auraient filmé du décor, Seitz filme une menace permanente. Et la musique signée Victor Young colle à la pellicule comme un souffle d'angoisse. Pas de thème héroïque, pas de grand orchestre, juste un battement régulier, comme une respiration forcée. On dirait que la bande originale mesure la tension au métronome. Le film entier devient un pouls. Farrow, Dreyer, Seitz, Young, 4 artisans au service d'un même mécanisme. Ils n'ont pas filmé une histoire, ils ont filmé une machine. Et quand elle s'arrête, enfin, ce n'est pas une délivrance, c'est juste une panne. La Grande Horloge, c'est pas juste un polar des années 40. C'est une matrice, un modèle que beaucoup vont reprendre sans même s'en rendre compte. D'abord, il y a Hitchcock. Quelques années plus tard, La mort aux trousses reprendra le même schéma. Un homme ordinaire accusé à tort, pris dans un engrenage qui le dépasse. Chez Farrow, tout se joue dans un immeuble. Chez Hitchcock, c'est l'Amérique entière. Mais la logique reste la même. L'innocence, broyée par le système. Farrow, lui, filme le piège. Hitchcock filmera la fuite. 2 faces d'une même angoisse. Celle de l'homme moderne, perdu dans les rouages qu'il a lui-même construits. On retrouve la même idée dans DOA. Un homme condamné avant même d'avoir compris pourquoi. L'horloge biologique y remplace celle de Farrow, mais la mécanique est identique. Le temps qui s'écoule, la course pour comprendre avant la dernière seconde, et plus tard, No Way Out, en 1987, le remake officiel. Kevin Costner, dans la peau du pion. Gene Hackman en chef tout-puissant. Le décor change, la technologie aussi, mais l'idée ne bouge pas d'un millimètre. Le pouvoir fabrique ses coupables. Chez Farrow, la machine est mécanique. Chez Donaldson, elle devient électronique. Les mêmes engrenages, juste plus rapides. Un Polaroid remplacera le portrait robot peint par Elsa Lanchester. Et le bureau de presse deviendra le Pentagone. Mais derrière les écrans, c'est toujours la même peur, celle d'être avalé par le système qu'on croyait maîtriser. Et puis il y a les Cohen plus malicieux. The Hudsucker Proxy, 1994, un autre gratte-ciel, une autre horloge, un autre patron démiurge. Chez eux, la tragédie devient satire, mais la structure est la même. L'homme qui grimpe trop haut et découvre qu'en haut, il n'y a rien d'autre que le vide. Enfin, la France n'est pas restée en dehors du jeu. En 1976, Alain Corneau signe Police Python 357. Yves Montand, policier modèle, se retrouve suspecté de meurtre. Même engrenage, même course contre la montre, même solitude. Sauf que chez Corneau, la machine s'appelle l'administration, pas l'entreprise. Le piège reste bureaucratique, mais il porte un uniforme. De New York à Orléans, du papier imprimé au microfilm, la mécanique reste la même. La Grande Horloge n'a pas juste inspiré des films, elle a créé un langage.
celui de la peur du temps, de la hiérarchie et de la machine qui n'oublie rien. À sa sortie, La Grande Horloge n'a pas fait grand bruit. Pas de scandale, pas de triomphe, juste un polar efficace, bien joué, vite rangé sur les étagères de la Paramount. Le public de 1948 cherchait des héros, pas des employés paniqués. Et Hollywood, lui, préférait vendre des rêves que des horaires de bureau. Mais le film a vieilli mieux que ses critiques. Avec le temps, il a pris du relief, comme une photo qui se développe lentement. Les cinéphiles des années 70 l'ont redécouvert sur grand écran, fascinés par cette idée d'un homme traqué, non pas par la loi, mais par la logique de son travail. Un cauchemar administratif avant l'heure. Les critiques modernes y voient un jalon du thriller d'entreprise, un genre discret mais persistant, un cinéma où l'angoisse se mesure à la taille du bâtiment, où le vrai monstre s'appelle hiérarchie. Des années avant Network, The Parallax View ou Les Hommes du Président, Varro avait déjà compris que le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui du pistolet, mais celui du bureau du 8e étage. Puis, il y a l'analyse académique, celle qui aime les symboles et les labyrinthes. Les professeurs y ont vu une métaphore du capitalisme, une version américaine du panoptique de Foucault avant l'heure. Un monde où chacun se surveille, où le patron devient un dieu de verre et où le héros court après une illusion de liberté. C'est brillant. Mais Varro n'a probablement jamais voulu tout ça. Il voulait juste faire un bon film. C'est ça le paradoxe. En essayant d'être efficace, il a fini par être visionnaire. Aujourd'hui, La Grande Horloge fait partie de ces films qu'on cite plus qu'on ne revoit, mais qu'on ne peut pas oublier. Son influence se glisse partout, dans les thrillers d'espionnage, dans les drames psychologiques, dans la science-fiction même. Chaque fois qu'un homme court dans un couloir blanc, qu'un écran clignote derrière lui, c'est un peu de Varro qu'on entend résonner. Et à chaque tic-tac, on se dit que ce film de 1948 avait déjà tout compris. Le progrès, c'est juste une horloge plus rapide. La Grande Horloge, ce n'est pas un simple film noir. C'est une fable, un avertissement, un rêve qui tourne au cauchemar bureaucratique sous les néons d'un gratte-ciel. Ici, le danger n'a pas de visage. C'est le système lui-même, une mécanique bien réglée, sans colère, sans tendresse, mais avec la précision d'un cadran suisse. Varro filme un monde réglé à la seconde, où chaque pas est mesuré, chaque minute comptée. Et il nous met face à une vérité qui gratte un peu. Dans ce monde-là, on ne vit plus, on exécute. On suit le mouvement, on se range, on se tait. L'erreur devient une faute, le retard une tache sur le registre. Et quand la Grande Horloge s'interrompt, ce n'est pas pour apaiser les hommes, c'est juste pour qu'on remonte le mécanisme. George Stroud, ce héros en costume, n'a rien d'un insurgé. C'est un rescapé, un type qui comprend trop tard qu'il court depuis toujours dans la mauvaise direction. Il ne s'échappe pas, il s'use. Et quand le film s'achève, il ne triomphe pas, il survit. La victoire du petit contre le temps, ça ne dure jamais plus qu'un battement de montre. 75 ans plus tard, le film sonne toujours juste. Les bureaux ont changé les pendules aussi, mais les hommes courent encore après le même temps qu'ils ne rattraperont jamais. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la Grande Horloge s'appelle serveur. Elle ne fait plus de tic-tac, mais elle calcule tout. Et quand on croit que tout est fini, qu'on peut enfin respirer, il reste toujours ce petit clic dans l'ombre, celui d'une nouvelle histoire qui se met en route. Pas dans une tour cette fois, dans une maison tranquille au volet, tirée avec des silences trop lourds et des secrets trop anciens. Une autre affaire plus intime, plus insidieuse. Pas une histoire de temps, une histoire de conscience. Et ça, mes amis, ce sera pour Chronique Noire. Même jour, même heure, mais une autre descente. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Laissez un commentaire, mettez un petit « j'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer, ça aide vraiment à faire vivre l'émission. Et si vous voulez aller plus loin, retrouvez l'article complet, les visuels et tout ce qui tourne autour du film, rendez-vous sur mon site, livreetsaveurs.fr. C'est là que tout se passe,
et vous y trouverez bien plus que ce que j'ai pu dire ici. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau bobard sur Bobine ou Chronique Noire.